Au cimetière du Père-Lachaise, des racines ont engorgé les canalisations. Alors qu'il assiste aux travaux, Florent s'égare dans les allées silencieuses et découvre la tombe de Guillaume Apollinaire. En guise de souvenir, le jeune homme rapporte chez lui un mystérieux morceau de bois, né alors dans son cœur une passion dévorante pour le poète de la modernité. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Alexandra Kozelik, auteure du livre La 10e Muse aux éditions Aux Forges de Vulcain. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit? Alors, tout est venu de Lou, en fait. Alors, je connaissais Guillaume Apollinaire et je connaissais aussi sa relation avec Lou. Et j'avais envie, au départ, de parler de la femme, non pas de la muse, mais de la femme derrière Lou, lui rendre une certaine justice, en quelque sorte. Et puis après, donc je me suis documentée sur Lou. Et j'ai enchaîné sur les différentes compagnes de Guillaume Apollinaire et j'ai eu envie aussi de parler de ces autres femmes. Donc c'était plus un livre sur Lou, c'était un livre sur les autres femmes aussi d'Apollinaire. Et puis j'ai étendu aux proches, donc Picasso, mais aussi à sa maman. Et puis finalement, ça me faisait un portrait d'Apollinaire, mais en négatif en quelque sorte. C'était pas Guillaume Apollinaire qui parlait, mais c'était ses proches. Et une sorte de portrait qui allait se dessiner par rapport justement à ses amoureuses, voilà. Et une fois que j'ai terminé les corrections d'Acrier dans les ruines, donc qui est mon premier roman, j'ai eu envie aussi de parler de la nature. Et parce que c'était un thème qui m'avait beaucoup plu dans le premier roman et je pensais que je ne l'avais pas assez développé. Et j'avais envie encore de creuser en quelque sorte la terre. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas parler aussi de ce qui a inspiré Apollinaire au tout départ, au tout début. Et dans sa biographie, il y a un épisode à Stavelot. En fait, il doit partir très rapidement de l'auberge dans laquelle il est avec son frère. À ce moment-là, ils sont mineurs et leur mère, qui est un peu particulière, on va dire, elle est dans un casino. Elle est dans un casino et elle leur dit, je peux pas payer l'auberge, donc il faut que vous partiez. Et ils partent et il y a un épisode de nuit. En fait, ils sont dans la forêt et je me suis demandé ce qui avait pu se passer dans cette forêt. Et pourquoi avoir choisi comme titre la 10e muse? Parce que normalement elles sont 9 dans l'Antiquité et selon moi un titre doit être à la fois en fait ça ne doit pas révéler l'histoire mais ça doit interpeller. Et de mon côté, moi, si je voyais 10e muse, ça m'aurait interpellée. Donc, j'avais envie, voilà, 10e muse. Et alors, vous enseignez le français, le latin et le grec ancien au collège. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi justement de parler de Guillaume Apollinaire ? Alors, je pense pas que ce soit cette raison-là, tout simplement parce que déjà, je fais pas mal de français dans la journée. Donc, quand je rentre chez moi, j'ai pas forcément envie de faire encore des cours de français. Mais j'avais envie là plutôt de travailler autour de l'homme. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas mal de lecteurs qui, au départ, me disent « Ah, je connais rien à la poésie, Guillaume Apollinaire, finalement, ça va pas me parler. » Et à la fin, alors, les lecteurs me disent « Mais j'ai rouvert déjà mes recueils de Guillaume Apollinaire. Et en plus, c'est une façon d'aborder la poésie qui n'est pas pédagogique ou didactique, mais vraiment via l'homme, hein, finalement. Ce qui m'intéressait, c'était de lire sa biographie et de voir quels étaient les silences qu'il y avait entre les poèmes ou les lignes de vie et de remplir ces lignes de vie par de la fiction. Et au cours du livre naît alors dans le cœur de Florent une passion dévorante pour le poète de la modernité. Est-ce que vous vous retrouvez en Florent d'une certaine manière? Est-ce que vous voulez que les lecteurs aussi se retrouvent à travers ce personnage? Alors, je ne sais pas si je me retrouve en Florent. Alors, moi, parce que alors, Florent est quelqu'un qui ne connaît pas la littérature, ou du moins, la poésie, ce n'est pas vraiment ce qu'il aime. Et alors que, inversement, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais en même temps, j'ai aimé me mettre dans la peau de Florent, dans le sens où c'est quelqu'un qui cherche sa voix, sa voix, les deux orthographes, à la fois le fait de parler, mais aussi le fait de cheminer. Et ça, je trouve ça à chaque fois beau
de faire naître ce genre de personnage. Alors vous aviez évoqué tout à l'heure la nature. Pourquoi avoir choisi justement de parler de cette nature? Est-ce que c'est une thématique importante dans un monde comme le nôtre aussi aujourd'hui? Alors je pense que c'est plus qu'important, c'est essentiel, voire même vital de s'y intéresser. Et donc, oui, pour moi, en fait, c'est... Je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que l'homme de nos jours, enfin l'être humain, est assez déconnecté. C'est quelqu'un qui fonce, qui n'arrive pas vraiment à se poser et qui perd la notion de ce qu'est son origine. Donc ça peut être soit par la langue, qui perd un peu de son sens, soit aussi, finalement, il perd ses racines, il perd son passé. Et selon moi, on peut pas aller de l'avant si on connaît pas si on n'a pas le tapis du passé en fait qui est aussi derrière nous. Et ce tapis-là, c'est le tapis des mythes. Et donc, à chaque fois, c'était revenir en arrière, revenir au mythe, revenir à l'origine pour comprendre et pour aller de l'avant. Donc, mais là, je me suis un peu écartée de la question avec la nature. Non, c'était très bien. C'était surtout pour se reconnecter en fait à soi, mais aussi se reconnecter aux éléments qui nous entourent. Et comme je pense que j'ai une écriture assez sensitive, enfin, les sensations sont importantes pour moi. C'est aussi, enfin, c'est quasiment, je peux pas contourner la nature. Et alors, vous nous posez également cette question, à savoir que reste-t-il de magique dans notre monde? Mais alors, selon vous, que reste-t-il de magique, justement? Alors ça, c'est la question du livre et il faut le lire pour y répondre. Vous nous aviez parlé aussi de la nature. Je rebondis un petit peu justement sur cette nature. La poésie aussi, finalement, a un petit peu disparu ou en tout cas est moins populaire aujourd'hui par rapport à l'époque. Les mythes aussi sont un peu moins populaires. Est-ce que vous avez ce désir aussi de faire réaimer un petit peu la poésie, ou en tout cas l'homme poétique qui était Guillaume Apollinaire, et aussi les mythes? Oui. Enfin, je pense que, même dans mon enseignement, c'est quelque chose que je fais. Et d'ailleurs, en fait, selon moi, alors je ne sais pas si ce sont vraiment les adultes qui l'ont perdu, mais quand j'en parle aux enfants, alors les enfants, on peut leur faire écrire des poèmes à l'école primaire ou au début du collège, ça ne leur pose pas du tout de problème. Ils sont encore connectés et par la suite, ils perdent un petit peu ça. Mais quand je parle des mythes aux grands, c'est-à-dire quand ils ont 15 ans, 14-15 ans, il y a toujours une espèce de silence qui se crée, qui n'est pas le même que lorsque je fais cours de grammaire, par exemple. Il y a vraiment une attention qui est toute particulière. Et la dernière fois, pour la petite anecdote, donc j'avais des troisièmes en face de moi et on travaillait autour d'Antigone, d'Anouilh. Et alors, je ne sais plus pourquoi, mais on en est venu à parler d'Orphée. Et donc, je leur raconte l'histoire d'Orphée. Et à la fin de la petite anecdote, il y a une élève qui lève la main et qui dit « Madame, mais est-ce qu'on travaillera sur les mythes en troisième ?» Et je leur dis « Mais non, puisque ça ne fait pas partie du programme. » Et elle m'a répondu quelque chose qui était très intéressant. Elle m'a dit « Mais en fait... nous, on a envie de connaître ça. Vous avez ce savoir-là, et malgré tout, en fait, là, on peut pas parce c'est pas au programme. » Donc, je pense qu'il y a quand même une envie qui est restée là, une envie des mythes qui, les mythes de toute façon sont intemporels. Donc, ils traitent de la condition humaine, ils donnent du sens à notre monde, et donc c'est important de les connaître. Alors, plus généralement, de qui ou de quoi vous vous inspirez pour écrire? Alors, je pense que quand on commence à écrire, il y a une attention qui est différente. C'est-à-dire que tout fait sens. Je peux lire et à ce moment-là, ça me donne des idées pour ma propre intrigue. Je peux regarder un film et pareil, en fait, avoir des idées. Ça fait naître des idées. C'est un petit peu comme si tout était lié et que tout faisait sens. Donc, alors, après, effectivement, j'ai des auteurs que j'aime beaucoup. Je peux citer, mais alors après, ça va être vraiment des classiques. Yourcenar, Saint-Exupéry, Giono, Kundera. Des grands noms. Oui, voilà. Mais en fait, quand j'écris, j'ai besoin aussi de cette nourriture-là. Quand je n'écris pas, après, je peux lire autre chose, mais vraiment, quand je suis... dans mon mode écriture, ce sont vraiment les classiques qui reviennent. Oui.
Et on a hâte du coup de découvrir votre livre. Merci beaucoup Merci. Alexandra Kozelik d'avoir été avec nous sur Sensation. Cette émission a été enregistrée dans les salons du restaurant Sarmonie à Paris. Merci de nous avoir accueillis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.